Bonjour à tous et à toutes. Euh, je vous invite aujourd'hui au nouveau cycle d'investigation de l'Académie Grifasi, numéro 19, avec Caroline. Bonjour Caroline, Bonjour Anastasia et bonjour à tous. comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi, ça va? Ça va très bien, merci. Voilà. Prête pour une nouvelle enquête? On y va. Très bien. Alors, tu ne connais pas ni question ni sujet et tu vas les découvrir dès que tu vas rentrer dans l'état hypnotique. En première partie, je vais te poser des questions du protocole, des questions fixes. Et en deuxième partie, on va explorer tout ce que nous avons découvert en première partie. Voilà, tu peux t'installer déjà confortablement, fermer les yeux et je vais commencer ma décompte. Tu peux prendre une profonde respiration pour relâcher et relaxer toutes les tensions de ton corps. Je vais commencer ma décompte de 10 à 1. Et à chaque palier, ton corps se relâchera plus en profondeur. 10 et 1. Et maintenant, Caroline, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter au mot rêve. Tu te connectes au mot rêve. Qu'arrive-t-il généralement au système nerveux central pendant la phase de rêve? Est-ce que tu perçois quelque chose déjà? Je vois beaucoup d'activités, des impulsions électriques, des étincelles. Ça circule très fort parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Je vois le cerveau d'un dormeur et ça chauffe. Bien. Je vais répéter ma question. Qu'arrive-t-il généralement au système nerveux central pendant la phase de rêve? Ah, mais je vois l'activité. Lesquelles activités? Je vois tous ces circuits qui s'activent, qui reçoivent de l'impulsion. Alors je vois aussi ça s'ouvre, comme s'il y avait des portes qui s'ouvraient. Et c'est tout un monde. Ouais, en fait, ouais, le corps, mais de toute façon, le corps reste là, mais on part dans d'autres mondes. Avec le corps astral,
ça ouvre sur d'autres espaces-temps. Bien. Je vais te poser la question suivante. Observe le corps matériel pendant la phase de rêve. Quelles conditions le caractérisent? Le corps est posé là, parce que là, il s'agit de quitter la matière. Il est laissé là, et puis il est en mode presque automatique. Parfois, je vois des sursauts du corps d'un dormeur, mais c'est quelque chose de mécanique. Voilà, il n'y a pas forcément c'est pas forcément animé de l'intérieur, mais il y a des sursauts, c'est ça. Le corps, il est au repos, oui, il dort. Très bien. Il a en fait ses fonctions fondamentales. Le corps est toujours irrigué, nourri, alimenté par en mode automatique. C'est le pilotage automatique. Bien. Y a-t-il des activités particulières que tu vois liées à d'autres corps émotionnels, oui ou non? Ah mais oui, c'est ça, c'est le corps astral qui part et qui va vivre ce qu'il a à vivre. Ça va explorer des espaces, des lieux, des moments. Et on peut revivre des moments déjà vécus, pas forcément seulement dans la journée, mais on va revivre des scènes, des situations qui se sont déjà déroulées ou qui vont se dérouler. Ce qu'on traduit, voilà, on dit que c'est des rêves, mais en fait, c'est quand même quelque chose qui est vécu, mais qui ensuite sera brouillé au réveil, mais sur le moment, on le vit parce qu'il y a quelque chose à régler, à comprendre, à savoir. Ce qui n'a pas pu s'exprimer, par exemple, une partie de nous va vivre pleinement la scène qui a été contrariée à l'état de veille. Parce qu'il y avait de la peur, alors que là, on va jusqu'au bout, on le fait pleinement. La question suivante, quels sont-ils? Ça veut dire d'autres corps émotionnels, quels sont-ils? À quel corps appartient-il et à qui servent-ils? Alors, en fait, j'ai plusieurs choses qui me viennent. C'est assez étrange, ça se mélange un peu. Il faut que je mette un peu d'ordre. Alors, les rêves, tiens, c'est aussi de l'énergie. C'est très bizarre comme vision là, comme si on était relié à des tuyaux et ça pompe. Les rêves créent de l'énergie, on vient nous pomper. C'est comme une substance qui est aspirée à travers. Ça crée une substance et aspirée
Ça vient alimenter un gros générateur. Ah ouais. C'est pas une vision très jolie en fait, hein. Bon. Là, il y a comme il y a quelque chose qui est utilisé. Donc presque, c'est une forme de rêve qui serait presque provoqué ou du moins vraiment instrumentalisé. Exploité, oui, c'est ça. Exploité, mais ce ne sont pas des rêves qu'on a forcément besoin de faire. C'est peut-être pour ça que je dis que c'est provoqué. Parce que là, il n'y a pas d'utilité pour soi, c'est forcé dans ce cas-là. Et alors, je vois en fait une grande salle avec beaucoup d'humains qui dorment là et ils sont branchés, c'est ça, à des fils. Et donc, je vois au niveau de la tête, du cerveau, où ça génère beaucoup d'énergie, ça chauffe, ça rayonne et donc ce sont des rêves qui sont aspirés dans tous ces tuyaux. Et ça va dans ce gros générateur, comme une grosse turbine. Ça fait de ça fait de l'énergie, c'est comme l'électricité là, qui permet de ouais, c'est ça, d'alimenter. Et où ça se trouve ça? Moi, je le vois sous terre, je vois une grande montagne, et c'est à l'intérieur de la terre. C'est pas dans un souterrain complet, mais c'est un grand dôme. Ça peut ressembler à peut-être comme un laboratoire, mais il fait sombre parce que les personnes dorment. Ah et en même temps, je suis attirée vers autre chose où une personne rêve, mais elle va vivre. C'est pas qu'elle va vivre, elle est en train de vivre. Elle se voit vivre d'autres vies. Elle est observatrice d'elle-même, mais dans une autre incarnation. Bah, c'est pas forcément sur la terre, hein, en fait. C'est d'autres, oui, d'autres vies. Peut-être même dans des univers parallèles ou des dimensions, parallèles. Alors c'est ça, c'est ces 2 perceptions-là que j'ai du rêve et là c'est volontaire, même si c'est inconscient, mais c'est volontaire. Ça, c'est la personne qui parce qu'il y a aussi une connexion de entre toutes les incarnations. On est tous connectés à nos autres incarnations ou extensions, mais on est tous interreliés parce qu'en allant observer ce que, par exemple, je vis dans cette autre vie, je peux comprendre des choses, je peux accompagner, aider, expliquer, enfin, c'est très utile. Oui, Mais très intéressant. si je voilà, de l'autre côté, là, dans le laboratoire, c'est cauchemardesque, hein, c'est vraiment, c'est pas agréable, et là, en fait, le corps du rêveur, là où il dort chez lui est très agité, ça provoque de la peur, hein. Ce sont des cauchemars. Ça fait des cauchemars parce qu'il y a une impression de mort qui est là, qui est vraiment prégnante. Bien, intéressant. Oui. Bien. On passe aux questions suivantes. Observe maintenant simultanément le corps éthérique, astral et physique
pendant la phase des rêves. Peut-être trouve une autre personne, sort un petit peu de ce laboratoire. Alors, je vois que le corps physique est petit par rapport au corps astral qui, une fois sorti du corps physique, grandit, est léger, lumineux et voilà, qui se déplace. Mais tiens, qui se cogne quand même un moment, hop, il se cogne comme s'il y avait un plafond de verre. Et c'est le corps éthérique qui vraiment est en expansion. Et là, c'est une belle énergie, voilà, qui, comme si on se libérait de. Et voilà, on est bien quand on est on est le corps éthérique. Quand je suis ce corps éthérique. Mhm. Et j'ai une vue vraiment très élargie, infinie à ce moment-là. Parce que le corps astral, il a aussi une vue, bien sûr plus élargie que le corps physique, mais qui, à un moment, comme si ça bloquait, enfin, c'est pas lui qui bloque, mais il y a un niveau qu'il peut pas forcément dépasser. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette impression d'un plafond de verre. C'est transparent, mais non, c'est pas à lui d'y aller, c'est le corps éthérique qui se déplace, qui a accès. Qui peut aller encore plus loin, qui a toutes les connaissances. En fait, Mhm. qui réunit, c'est ça réunit, ça rassemble en un. Oui, le corps éthérique arrive à voir tous les autres corps de la personne, toutes les incarnations, tout ce qui est vécu dans tous les espaces-temps et toutes les dimensions. Bien. Ouais, mais en fait, c'est l'esprit. Ouais, c'est ça, l'esprit. C'est le mot qui me vient. L'esprit par rapport à corps éthérique. Ouais. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui se passe avec le corps astral à ce moment-là? Tu peux visualiser quelque chose? Il suit, mais il n'a pas forcément conscience, c'est bizarre de dire comme ça, hein, qu'il pourrait aller au-delà. Le corps astral explore une strate. Mhm. On voit qu'il monte, qu'il descend. Il a un certain niveau de compréhension. Et parfois, il s'en contente. Mhm. Et si la conscience peut s'élever encore plus, là, elle se fait guider par le corps éthérique. Alors quand on dit corps, c'est pas un corps
le corps humain, c'est pas ça, c'est en fait une énergie. Ça n'a pas de forme en soi, hein. C'est vraiment une énergie qui rayonne. Parce que je vois pas de forme définie. C'est vraiment à la fois ça se diffuse, à la fois ça peut se rassembler, se concentrer. Y a-t-il une couleur de ce corps que tu visualises? Moi, je vois une lumière, c'est très lumineux, hein, mais c'est pas une lumière. Je sais pas, c'est pas la lumière qu'on connaît. C'est pas la lumière du soleil, hein. C'est à la fois lumineux, scintillant, c'est intense, mais ça ne brûle pas. C'est-à-dire que ça illumine et c'est chaleureux, mais c'est quelque chose de très. Ça se diffuse avec douceur. Bien. On va passer à la question suivante. Observe l'activité des chakras pendant la phase de rêve. Est-ce que tu vois quelqu'un ou de couleur? Qu'est-ce que tu visualises par rapport à chakras? Chaque race. Mais en fait, je voyais les humains, les animaux qui rêvent. Ça produit aussi beaucoup d'énergie. Ceux qui ont le sang-froid, qu'on dit sang-froid, non, pas d'énergie qui en sort. Je ne sais même pas s'ils rêvent d'ailleurs. Comme l'énergie circule pas, ça crée pas, comme s'il n'y avait pas de l'impulsion qui permettait. Après, c'est étrange, je vois des êtres un peu transparents et leurs rêves se matérialisent ou se concrétisent. Ce qui est rêvé devient une réalité, une forme de réalité. Ouais, c'est très étrange comme vision. Mais est-ce que tu peux visualiser des chakras dans le corps humain? Visualiser quoi? Les chakras? Oui. Ah, parce que j'avais compris les races, alors je suis partie sur des races. Chakra. Ah, Pardon. oui. Pendant les rêves. Oui. Alors, Quels chakras sont... Alors, observe l'activité de chakras pendant la phase de rêve. Comment ils oui. sont? Eh bien, ça s'illumine.
ça tourne, puisque il faut produire de l'énergie. Et plus ça tourne en diapason, en harmonie, et plus une belle énergie monte jusqu'au chakra coronal et ça ouvre encore plus. C'est comme un orchestre qui... Voilà, c'est une symphonie là que je vois. Et même il y a des sons avec des sons qui sonnent une belle harmonie. Voilà, c'est vraiment ça. Et alors ça s'ouvre vraiment en grand. Et en fait, on peut monter encore plus haut. Ah, mais c'est peut-être là où on atteint, le corps éthérique se déploie encore mieux. Et ça, c'est possible quand le rêveur est bien. Le corps est en bonne santé, le mental est tranquille et c'est fluide. Voilà, il n'y a pas de déchets ou de toxines qui engluent ou qui ralentissent le, cette, cette harmonie, oui. En revanche, là, j'ai un dormeur qui n'est pas en bonne santé. Le corps est alourdi et là, les chakras sont éteints. Ça ne tourne pas bien, ça ne tourne même pas parfois, et c'est sombre. La lumière, enfin, il y a trop de crasse. C'est ça, c'est encrassé, comme des rouages qui ont besoin d'être huilés, nettoyés, et là, tout le mécanisme est bloqué. Et ben en fait, je le vois relié à cette salle où on lui pompe de l'énergie. Déjà qu'il en a pas beaucoup, mais il est pompé, il est pompé. Parce que de toute façon, il y en a quand même. Et lesquels chakras sont les plus intéressés par l'état de rêve et pourquoi? Ah, c'est le coronal qui est comme un seuil, ou un portail. Et ça fait un grand faisceau. Là, je vois un grand canal qui s'ouvre. Couleur violette très, très foncée, enfin en même temps très lumineuse. Dense, c'est ça. Pas forcément foncée, mais dense. Densité. Mais une densité, malgré tout, aérée, enfin légère. Hein. C'est pas une densité lourde. Hein. C'est peut-être pas le bon mot de densité, mais en même temps, je vois une concentration, mais ça pétille, hein, ça scintille aussi. Parce que la lumière, elle est là, elle traverse. Oui, alors peut-être plus nacré dans ce cas, puisqu'il y a de la brillance. Alors le chakra coronal est forcément le troisième œil parce que c'est la glande pinéale qui est scintillante. Et d'autres chakras, est-ce qu'ils sont intéressés Ah, mais les autres, pendant le rêve? oui, suivent puisque plus ça s'harmonise et plus l'énergie est belle et lumineuse.
Après, il y a au-delà. En fait, c'est tout le corps qui est... Parce qu'il y a d'autres chakras au-delà du coronal. C'est comme un faisceau là qui s'interconnecte. Bien. Et ça fait comme un feu d'artifice avec toutes ces couleurs qui se mettent en alignement. Bien. Je vais te poser la question suivante. La capacité des rêves de l'être humain peut-elle se développer, oui ou non? Oui, Qu'est-ce que ce développement impliquerait? mais d'avoir davantage conscience de ce que l'on rêve pour assimiler encore mieux et ne pas se laisser envahir ou emmener par des énergies lourdes ou négatives. C'est reprendre le pouvoir. C'est pour ne pas sombrer. Et c'est comme ça aussi qu'on peut enlever les tuyaux. Ah, c'est ça, quand les dormeurs, là, c'est bizarre, à chaque fois, ça me remet là-dedans. Les dormeurs à qui on pompe l'énergie par les rêves, si on a davantage conscience de nos rêves, qu'on est en train de rêver, que là, ce n'est pas notre rêve, qu'on nous a imposé ça, eh bien, on peut se lever, retirer les tuyaux, voilà, et s'en aller. D'ailleurs, tout en le disant, là, j'en vois certains qui le font. Et ils partent, hein, ils sortent. Hein. Et puis, à ce moment-là, dans mes rêves, si j'arrive à être plus consciente, je peux comprendre les messages. Parce qu'il y a des messages quand même des autres mondes, du futur. Et je peux aller prévenir aussi mon moi du passé pour lui dire ou de faire attention. Mais en même temps, ce qui doit être vécu peut être vécu, doit être vécu, mais c'est de la réaction après qui peut être autrement. On rectifie pas l'événement, mais on rectifie l'émotion qui est attachée. Parce qu'ainsi, il y a une autre compréhension et ça permet vraiment d'éveiller voilà, une situation, au sens même du déroulement des événements. Alors c'est ce qu'on appelle aussi les rêves lucides ou les rêves éveillés. On peut décider d'aller explorer des lieux, des espaces, d'aller rencontrer des personnes, des êtres. Mais c'est possible si on arrive à dépasser la peur. La peur de la mort. Intéressant ça. Bien. Y a-t-il un lien
entre la télépathie, la clairvoyance, la vision physique et la phase de rêve. Oui ou non? Le point commun, c'est l'énergie qui circule. Et Mhm. cette énergie peut se matérialiser en images, en utiliser tous les sens. Alors la clairvoyance, c'est l'image de visualisation, c'est la visualisation, oui. Mais la télépathie, il peut y avoir des ça peut se visualiser, mais ça peut s'entendre. Ça peut se ressentir aussi. La télépathie, ça peut être, une transmission de sensations, d'émotions et tout le corps vibre. Et dans le rêve, c'est aussi on ressent des choses, hein, puisque dans le rêve, on peut avoir des émotions, Mhm. puis avoir oui, c'est ça, hein, on entend, on voit, on touche, il y a des couleurs, on sent. Tous les sens aussi sont mobilisés, enfin peuvent être, oui, activés. Mhm. Alors la différence, c'est, ah si, ça doit être en termes de dimension. On n'est pas dans les mêmes dimensions. Oui, parce que dans les rêves, on peut vraiment aller au-delà, plus loin. Mhm. Télépathie, clairvoyance, on peut aussi être, transposé, transporté ou recevoir, heu, des informations d'un ailleurs, d'autres mondes, mais comme s'il y avait quand même une limite, alors que dans les rêves, c'est vraiment infini. Mais pour peu qu'on arrive à s'y retrouver, parce qu'on peut tomber aussi dans un labyrinthe. Ça tourne vraiment au cauchemar. Mhm. D'autres choses que tu visualises par rapport à ça? Ça, c'est bizarre, je vois une personne allongée à l'hôpital qui est dans le coma Mhm. et qui est prisonnière de son rêve. Et le labyrinthe m'a emmenée, à voir cette personne, mais c'est ça, hein, quand on se bloque. Oui, cette personne est prisonnière de son rêve et a l'impression de vivre, une vie, mais non, elle est dans quelque chose qui la c'est une illusion. Elle s'est presque perdue dans les limbes, enfin, il y a quelque chose où il la personne va tourner, tourner, longtemps. Mhm.
Ouais, là, je vais quitter le Ok. labyrinthe parce que c'est pas Oui, très joyeux. oui, sors de là. On va passer à la question suivante. Observe maintenant l'activité du troisième œil, Aina, pendant l'état de rêve. Qu'est-ce que tu visualises par rapport à ceci? Ah, je vois un œil qui est grand ouvert. Bien. Mais c'est une image, en soi, c'est pas un œil Ouais. qu'on a, mais c'est la vision, elle est vraiment, grande ouverte, elle capte tout parce que la lumière passe vraiment et ça éclaire. Donc je vois, mais je sais. C'est pas juste, de voir et voilà, c'est j'ai la connaissance, j'ai le savoir, Mhm. j'ai la perception. C'est finalement, ma conscience est éclairée. Comme un projecteur, oui, c'est ça. C'est hop, ça vient se projeter la lumière et ainsi j'ai des informations, je peux avoir des informations claires Mhm. en ouais, en rayonnement ou en résonance. Mhm. Observe maintenant l'activité du chakra du front de Aina pendant un cauchemar. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, il voit aussi, il voit tout. On voit tout ce qui se passe, il voit même, au-delà, mais la lumière ne passe pas. Si la lumière ne passe pas, la conscience ne capte pas bien les infos et là, l'œil, cligne, se ferme ou se, comme quand on veut regarder, on est dans le noir et on force un peu, on plisse nos yeux pour, se concentrer. C'est ça que ça fait là. Est-ce qu'il y a une activité particulière pendant un cauchemar ou c'est juste cette lumière qui ne passe pas? Ah, ça Ou est-ce qu'il y s'agite, a... hein. Oui, le corps a des sursauts. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui le met en danger. Il sent qu'il y a un danger. C'est ça pompe, hein, toujours, ça suce le sang, hein. Ça installe aussi, des vibrations basses, d'angoisse. C'est comme un poison qui se diffuse, hein. Mais quand même, voilà, il y a si on à l'image qui me vient, s'il faut on frotte, l'œil. S'il fallait vraiment le nettoyer. Alors en soi, c'est pas l'œil qu'on nettoie, mais il faut nettoyer pour, ouais, pour enlever la saleté, Mhm, presque un réflexe de il faut vraiment nettoyer. Nettoyage, purification et en fait, c'est ça le mhm, message, c'est si on nettoie, il faut se mhm, nettoyer. Nettoyer le corps, l'intérieur du corps, éviter, d'avoir des déchets, de prendre des déchets, des saletés, du poison. mhm. Bien. Et pendant la phase des rêves, quelles activités sont
caractéristiques de la partie subliminale et à quoi servent-elles? La partie subliminale. Est-ce que c'est la partie inconsciente? Mais la partie inconsciente dans le rêve est très consciente. Mais en fait, il y a un filtre après. Et c'est le mental qui vient filtrer, qui bloque, qui reconstruit, qui réinterprète et qui envoie donc la pensée de: «Ah bah, c'est un rêve, ça n'existe pas, c'est imaginaire». Ce n'est pas la réalité. Cette réalité-là, elle va être, occultée ou annulée. Parce que voilà, le mental, qui est animé par l'ego, qui dit: «Bah non, c'est nous restons en 3D». D'autres choses que tu visualises par rapport à ça? Non, j'ai toujours, l'image de gens qui dorment, qui rêvent. C'est bien. On va voir d'autres questions. Y a-t-il des différences entre les rêves des bébés enfants et des rêves des adultes? Oui, Ah, non, en partie. Quelle différence sinon? S'il y en a une. en fait, l'enfant, le bébé, l'enfant alors le bébé, il a pas forcément des images, il a plus des sensations, des perceptions. C'est beaucoup d'énergie autour de lui, en lui. Ce n'est pas encore formé par, voilà, un mental qui veut donner des formes, qui doit donner des formes. Donc c'est vraiment du ressenti à l'état brut, je dirais. L'enfant, plus il grandit et plus il va donner des formes parce que c'est ainsi qu'il est conditionné, en étant éduqué, élevé. Mais en même temps, les rêves, c'est pas il le vit. Comme il a des perceptions, aussi directes, on lui dit l'adulte va lui dire: «C'est un rêve», mais en fait, l'enfant sait que ce qu'il voit n'est pas toujours un c'est voilà, c'est pas des rêves, c'est il voit dans sa chambre, il voit des êtres autour de lui, il a de la visite, alors pourquoi ça vient surtout la nuit? Parce qu'il peut les voir le jour aussi, parce qu'en fait le jour comme il y a des activités, il y a beaucoup de mouvements et il y a la lumière, du jour, c'est moins propice. Alors que la nuit, c'est au calme et surtout l'enfant est isolé. Quand l'enfant est isolé, c'est plus facile de venir le voir, lui parler, lui faire peur, heu et et alors, oui, c'est facile pour l'enfant de c'est naturel même d'avoir, ces perceptions.
Ces visions, mais c'est pas des visions hallucinatoires, il voit. Il a pas encore tout ce filtre qui vient cloisonner les espaces-temps. Et quand, voilà, il y a quelque chose qui lui fait peur, qui se met à crier dans la nuit. Là, je suis dans la chambre d'un petit garçon. Il crie parce qu'il a eu peur, d'une ombre qui est vraiment là. Sa mère vient, allume et lui dit: «Non, non, c'est un cauchemar, c'est un rêve». Et à force d'entendre ça, l'enfant, et en plus il grandit, eh bien il se dit: «Ah oui, c'est un rêve», et il ferme cette, capacité à voir autour de lui. Et qui va donc s'exprimer, autrement. Plus dans, un le direct, mais à travers, son sommeil, et donc ça se traduit en, il il fait des rêves. Donc c'est Mhm. ça, elle est là la différence entre bébé, enfant, adulte, c'est que plus on avance dans l'âge et plus on est formaté, voire conditionné à cette, croyance, à Mhm. cette manière, d'être, de percevoir, la réalité. On nous fait croire qu'il n'y a qu'une réalité alors qu'en fait il y a des réalités. Mhm. Ouais, intéressant ça, ouais. Bien. Bien. On va revenir un petit peu vers les rêves imposés. Que tu les as vus, les gens qui étaient dans l'état des rêves imposés. C'est par qui sont imposés ces rêves? Alors en fait, moi je vois des êtres, hein, qui ont une forme humaine, mais qui sont habillés en chirurgiens. Donc ils ont des masques, des bonnets de couleur verte Mhm. là, comme les chirurgiens, ou bleu, voilà, mais quand je vois leurs mains, en fait, je vois 3 doigts, 3 longs doigts, Mhm. et ils ont une mâchoire un peu allongée, parce que ça dépasse du masque, ah, ils sont là et puis ils programment, des machines, ils veillent à ce que ça se passe bien sur leur travail, c'est tout, hein. Mais ces gens-là qui sont à l'état des rêves imposés, ils se trouvent où? Chez soi? Ou... Ah, mais chacun dort chez lui, mais quand même, ils se retrouvent là, dans cette grande pièce. C'est leur corps éthérique ou astral? Là, c'est l'astral qui est là, on dirait bien, hein. C'est pas le corps physique. Non, l'éthérique, il est au-delà. Mais Mhm. c'est comme si le corps astral s'était fait piéger, peut-être Mhm. parce qu'il a voulu explorer et hop, il a été un peu capturé, ah ouais, il y a eu c'est ça, hein, forme de capture ou de Et pour... d'emprisonnement. Oui, Ouais. et pourquoi ces gens-là ont permis cet emprisonnement? Qu'est-ce qu'au départ, il y avait? Est-ce qu'il y avait de volonté du choix depuis le départ ou pourquoi est-ce qu'ils ont permis cette capture? Ou soit, ils sont pas conscients? Et ben, ça a été mal négocié, comme si on les avait trompés, de faire croire qu'ils allaient découvrir, des choses intéressantes, Mmh. et Mmh. ça
Oui, c'est par mensonge, par duperie, hein, vraiment. Mhm. Ça a été, ouais, ça, capturé là. Et après, en fait, ils reviennent. C'est très étrange, hein, parce que. Mais qu'est-ce que ça apporte alors? Avec quel but? C'est énergie? Toujours énergie? C'est l'énergie, mais pourquoi la personne accepte de revenir? Alors, il revient dans les mêmes conditions régulièrement. Au début, s'ils ont été capturés, mais après, il y a comme des bénéfices, hein. Parce qu'il faut pouvoir les attirer aussi. Oui, il y a une forme de. Ils obtiennent quand même des petites choses. C'est une forme de transaction. Mhm. Et presque en chaîne. Eux, ils acceptent de donner de l'énergie, mais ensuite, dans la journée, ils vont aussi prendre de l'énergie, hein, sur des autres personnes, dans la vie de tous les jours, hein, Mhm. en faisant peur aux autres, en voulant dominer, par la force, hein. Et oui, c'est ça, hein, c'est très, c'est très négatif tout ça, hein. C'est pour ça que c'est en chaîne. Mais les personnes qui, à un moment, ne veulent plus s'en vont. Parce que c'est bizarre, j'en vois quand même qui s'en vont, hein. Si ça Mhm. leur convient plus. Non, ils veulent plus. Mhm. Et non, c'est pas possible, parce que ça implique de faire du mal aux autres, hein. Et à un moment, non, ça s'arrête, hein. Si là, il y avait, une prise de conscience, hein, Mhm. que c'était pas, équilibré ou juste. Mais en même temps, c'est toujours, alimenté puisqu'il y aura toujours des personnes, des humains qui vont venir, qui vont, hein, comme si: «Tiens, je vois de la lumière, tiens, je vais aller voir, ah ça peut être intéressant, d'accord». Je signe une sorte de contrat et hop, je viens et je m'installe. Bon, mais moi j'ai je vais partir là parce que Déconnecte-toi de cet j'ai endroit. pas envie d'essayer. S'ils sont Non, venus vers n'essaye moi pas. pour me proposer non, non. Non. Regarde un petit peu les rêves partagés volontaires. Si plusieurs personnes veulent partager un rêve et se rencontrer dans ces rêves, est-ce que c'est possible? Et comment est-ce qu'on peut observer ça? Alors là, je vois un groupe, d'humains, peut-être qu'ils sont combien là? 5, 6. Ils sont allongés, mais leurs têtes, se touchent. Ça fait comme un rond et ils se disent: «On va vivre cette expérience de rêve partagé». Mais avant, ils doivent se mettre sur la même fréquence. C'est, hem, oui, c'est le mot qui me vient, la même fréquence. Et je les vois avant de s'allonger, ils boivent quelque chose ensemble, le même breuvage. Peut-être une espèce heu, voilà, de trucs hallucinogènes, Mmh. pour se mettre dans cet état-là de transe presque, hein. C'est ça la fréquence, il faut qu'ils soient en même temps. Parce qu'il faut arriver aussi à s'endormir en même temps pour se retrouver. Alors quel serait l'intérêt là? Bah, ils font l'expérience, hein, ils se disent: «On va l'explorer ensemble pour, Mmh. peut-être pour avoir moins peur». Mais alors, là, il faut avoir sacrément confiance, hein, parce que c'est quand même un groupe qui est uni. Il faut pas qu'il y en ait un qui
qui hésitent parce que leur protection serait fissurée. Parce qu'en étant comme ça en groupe, ils créent aussi une bulle de protection, ce qui leur permettrait presque de passer inaperçu. Mais oui, c'est possible d'y aller ensemble pour avoir différents angles de vue, oui, différentes compréhensions, ce que chacun va regarder à son niveau à lui, mais c'est pas une question à son plan, on va dire, pas une question de niveau de un plus ou moins, hein, c'est vraiment une question de point de vue. Mhm. Mais s'ils veulent créer encore un autre niveau, des rêves dans les rêves, est-ce que ça existe? C'est créer un autre rêve en état de rêve déjà. Si, parce que ça ouvre d'autres portes et ça fait des sauts comme ça dans d'autres univers ou dimensions, mais d'autres espaces, d'autres endroits, d'autres lieux. Et mais là, il leur faut garder un fil rouge pour pas se perdre. Parce que là, je revois le labyrinthe, sinon ça se perd aussi dans des profondeurs. Alors, profondeur n'est pas le mot juste, dans d'autres espaces et c'est pas bon non plus. Mhm. Ouais, intéressant, ouais. Bien. Est-ce que tu peux, Caroline, visualiser quelqu'un qui est en train de rêver? Il rêve qu'il peut se déplacer librement, il peut voler comme un oiseau. D'où ça vient cette perception? Ah, c'est l'image qui est traduite, mais en fait, il vole. On n'a pas de corps, donc on se déplace facilement. Mais pourquoi est-ce que celui-là qui vole et l'autre pas? Est-ce que c'est lié avec d'autres réincarnations? C'est ça que je veux dire, ouais. D'autres vies? Non, c'est qu'il est libéré d'une masse, aussi d'une croyance il est impossible de voler, qu'il il n'a pas peur parce que là, je vois que c'est ce qui peut stopper, c'est que tout à coup, on se dit: «Ah mais c'est pas possible» et on tombe. Et là, il y a la sensation de chuter et là, ça fait un sursaut, et là, en fait, le corps astral retombe d'un coup, dans le corps, physique. Parce que voilà, il y a eu, quelque chose qui a perturbé comme une pensée ou une voix qui dit: «Non mais c'est pas possible» et hop, ça retombe. Bien. Est-ce qu'on peut trouver un enfant qui rêve et qui a vu ou qui jouait à la veille des jeux vidéo assez, assez durs, qui ne correspond pas à son âge? Qu'est-ce qu'il peut voir dans ses rêves? Ah bah, ça se vit. Là, ça se vit. C'est pas un rêve, ça se vit. C'est-à-dire que ce qu'il a vu dans le jeu, ce qui est dans le jeu correspond à un monde. Ce monde est là et donc il est transporté dans ce monde où il transporte ce monde avec lui. C'est la même chose, mais il y est. Il est lié pendant ses rêves. Oui,
Il voit ça comme une réalité. Bah, c'est la réalité, hein. Mais même Mhm. l'histoire du jeu vidéo, c'est un monde. Ce monde existe, donc c'est une forme de réalité. Mhm. Ce qui est créé, se crée, bah, existe, est là. Alors, nous, on va dire c'est de la fiction, mais en fait, c'est là. C'est comme un monde parallèle, alors. C'est ça, hein. Mhm. Oui. Est-ce que ça peut provoquer plus de peur qui est, qui est mieux que, on va dire, la peur qui s'installe dans... Oui. Ah oui, oui, puisque comme c'est vécu à l'état direct par l'enfant, il y a toujours cette peur qui est permanente. Donc même s'il entend les adultes, les parents lui disent: «Non, non, c'est pour de faux». Non, il sait que c'est pas pour de faux, c'est là, ça reste là. Alors il y a aussi une fascination, hein, de ces énergies basses où il y a beaucoup de mouvements, heu, d'agressivité, c'est brutal, mais ça crée vraiment beaucoup des sensations très fortes, très intenses, hein. Le et et il y a une montée d'adrénaline, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que ça crée aussi une chimie dans le corps qui fait que ça pulse très, très fort et parfois il y a, une comme une drogue, voilà, hein, c'est comme les effets d'une drogue. Il y a la recherche de ces sensations très fortes pour, ressentir, hein, pour être, irrigué comme ça, et ça donne l'illusion presque d'une puissance très ouais, c'est très paradoxal, hein, mais c'est Mhm. pourquoi, il y a une recherche aussi de ces de ces moments. Mais ça rend, ça met dans un état d'hébétitude, hein, quand on est, de zombie. Mhm. Bien. Euh, bon, quitte cet enfant. Qu'est-ce que tu penses? Voilà, qu'est-ce que tu peux visualiser par rapport à ça? Quelqu'un qui a des sens de troisième œil qui est fort développé chez quelqu'un, est-ce que ses rêves sont fort différents par rapport à d'autres personnes? Ou soit est-ce qu'il peut euh, utiliser ses rêves pour des connaissances, pour ce développement personnel? Oui, puisqu'il y a plus de clarté. C'est limpide, hein, et vraiment les informations s'intègrent naturellement. Mhm. Donc c'est toujours une histoire de lumière qui passe, hein. Plus la lumière, peut passer, plus c'est clair, hein, limpide, hein, et plus c'est léger. Ce sont vraiment des énergies très hautes, hein, et et ça élève, hein. J'ai vraiment ce mouvement de ça tire, ça s'étire, ça s'ouvre, ça se déploie, ça prend la bonne place. Mhm. Ça s'expand, oui, c'est ça. Mhm. Bien. Est-ce que tu visualises d'autres choses par rapport aux rêves autour de toi? Est-ce que quelqu'un qui se présent dans l'état de rêve, quelqu'un qui donne bonne lumière, belle fréquence?
Alors, ce que j'entends, ça se trouve, ce qu'on vit dans cette réalité est un rêve. C'est intéressant, ça. Ouais. Peut-être que l'on rêve qu'on vit. Mmh. Peut-être qu'on est aussi un jeu vidéo ou un film. Enfin, voilà, c'est très bizarre, hein. Mais peut-être qu'on est ouais, c'est ça, des acteurs. C'est voilà, c'est ce que j'entends. Je ne sais pas qui me souffle cette pensée. Mais c'est là, c'est ouais. Donc bon, OK et après? Donc relativiser. Ah oui, c'est ça, j'entends relativiser. Relativiser, se détacher, mais pas, c'est pas ne pas prendre au sérieux, ça veut pas dire ça, hein. C'est, c'est pourquoi, heu, quand il y a comme ça des peurs, hein, c'est pour permettre ah oui, ce message en fait est donné pour permettre de se distancier des peurs, quelle que soit la peur. Alors je sais pas, c'est peut-être la conscience qui dit ça, hein, ou l'esprit. Mmh, Mmh. Bien, oui. voilà. Mais finalement, quel davantage que des rêves? Qu'est-ce que ça, les rêves? Pourquoi est-ce qu'on rêve? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors là, je vois plusieurs strates, hein, plusieurs étapes ou, plusieurs plans. Mmh. Il y a des rêves qui permettent de faire le tri dans la Mmh. mémoire, voilà, hein, de ce qu'on stocke, de ce qui est vécu au quotidien, pour trier. Parce qu'il y a trop d'informations qui nous viennent en même temps à chaque instant et on ne peut pas, donc il y a un tri comme ça, hop. Donc l'activité du rêve permet ça. Après, un autre, Mmh. strate une autre strate, c'est, pour, nous connecter à d'autres, dimensions, espace-temps, univers et dialoguer avec nos autres, incarnations parce qu'il y a besoin d'être en connexion, Mmh. et d'autres niveaux encore, c'est pour avoir, des connaissances, mais c'est pas tous les humains qui peuvent y accéder. Mais en même temps, on a cette possibilité et on va pas le faire, si on ne comprend pas pourquoi on peut le faire, c'est ça. Et puis, c'est des, ah bah, c'est une réalité, c'est une forme de réalité, vécue aussi, hein, les rêves. Ce que nous on Mmh. appelle rêve, c'est ce qui est vécu et puis ça se Mmh. trouve, nous on est le rêve de l'autre cô pour l'autre côté. On est peut-être un rêve pour l'autre côté. Bon, bah, l'autre côté, c'est je sais pas l'autre côté. Bien, Voilà. très bien. Et et point de vue de énergétique, point de vue de fréquence. Et bah, le rêve, c'est vraiment de l'énergie qui circule, qui nous permet de faire circuler. C'est aussi pour nettoyer, voilà, par, certains rêves, on peut se guérir, on peut se nettoyer. On peut avoir, l'information pour se guérir ou se nettoyer. Mmh. Alors c'est ce qu'on peut traduire par les rêves,
Est-ce que c'est des... Non, c'est pas des rêves prémonitoires. Rêve prémonitoire, c'est quand on a des messages du futur ou d'autres dimensions. Non, c'est des rêves guérisseurs. Ah, Mhm. voilà, c'est le mot qui vient. Rêve guérisseur. Et on trouve la solution. Alors, soit pour créer un remède, soit pour trouver la bonne personne qui nous aidera à nous guérir, qui va nous accompagner, le bon thérapeute, voilà. Ou on peut tomber sur voilà, quelque chose qui va nous éclairer. Oui, c'est ça. Il y a en fait plusieurs fonctions du rêve selon le Mhm. plan où on se situe, sur le moment. Mais en vérité, tout est juste, tout se fait comme ça doit se faire. Bien. Ah bon, c'est très intéressant tout ce qu'on a découvert. Bon, très bien. Et peut-être le dernier mot par rapport à est-ce que on peut avoir l'information de futur dans nos rêves? Oui, À quelles conditions et à qui est cet accès est donné? en fait, il faut faire la demande, hein. Parce que quand on s'endort, on demande rien et on laisse venir et on comprend pas parce que là aussi, il y a beaucoup d'informations qui viennent en même temps et notre mental n'est pas capable de mettre de l'ordre, de trier, de savoir ce qui est important, ou même il veut pas d'ailleurs, hein. Parce que si on avait cette compréhension directe, il aurait plus toute la place. Mhm. Donc, ben, il faut demander. On pose une question avant de s'endormir et on peut avoir la réponse dans le rêve, à travers le rêve, hein. Soit on pose une fois la question, soit ben, on la pose plusieurs fois. C'est comme s'il fallait se concentrer, hein, tout en se Mhm. posant la question, on se concentre et hop, on aura la réponse. Alors, c'est pas une réponse comme on parle dans la vie de tous les jours, hein. Ça peut être symbolique, imagé, une métaphore, une impression, une odeur, voilà, ça peut arriver par différents canaux, mais, Mhm. d'être convaincu qu'on a la réponse, hein. Parce que si on se dit, je pose la question, mais de toute façon c'est bidon, ben non, la réponse elle est là, mais on l'entend pas, on la voit pas, on la sent pas. Ouais, bien. On va remercier à tous et à toutes qui nous a permis d'explorer cette enquête et on va rentrer. C'est fait? Oui, Oui. bien. Je vais commencer mon décompte. Je vais compter de 1 à 5 et tu vas te déconnecter, Caroline, de tous et de tout. Et tu vas revenir au présent, en 2021. 1, ton corps commence à se réveiller complètement. Et la belle énergie va commencer à circuler dans tout ton corps. 2, tu ressens une sensation de bien-être. Tu récupères toutes les fréquences, de bonnes fréquences pour toi. Tu te sens merveilleusement bien, détendue, légère, plein d'énergie, plein de belles vibrations pour toi. 3,
Tu continues de réintégrer ton corps complètement, bien réajusté, bien équilibré. 4. Tu as une sensation de bien-être. Tu te sens très bien, merveilleusement bien. Très heureuse, avec les belles fréquences qui sont très bonnes pour toi. Maintenant, tu prends une très belle respiration. 5. Tu peux ouvrir les yeux, Caroline. Comment ça va? Ça va. Comment est-ce que tu te sens? Ouais, bah, bien, ça va. Bien. On a bien quitté les rêves, Ah ouais, le ouais. monde des rêves. Ah ouais. C'était très intéressant, cette enquête. Ouais. Ouais, c'est toujours un peu rigolo, hein. Oui. Voilà. Je te remercie. Voilà. Je remercie également à tous et à toutes qui ont participé à cette investigation. Ouais, merci. Merci à tous. Voilà. Et je souhaite à tout le monde d'excellentes soirées et on se verra à la prochaine enquête. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.